Je commencerai par définir la douleur. Définition du petit Robert. Sensation pénible en un point ou dans une région du corps, mais également un sentiment ou émotion résultant de l'insatisfaction des tendances, des besoins. Donc là, on retrouve la souffrance, le chagrin, la peine qu'on a déjà largement évoquée jusqu'alors. L'Association internationale d'études de la douleur décrit celle-ci comme une sensation, une expérience émotionnelle désagréable en réponse à une atteinte tissulaire réelle ou potentielle ou décrite en ces termes. Alors bien entendu, au travers des quelques études qui sont parues sur le sujet, il semble que la douleur obstétricale soit probablement la douleur la pire ressentie par une femme au cours de sa vie. Et tout cela probablement parce que l'accouchement est un inconnu générateur de crainte, de peur, de stress, voire d'angoisse. Alors si on veut comparer la douleur obstétricale, on peut la comparer à quelques douleurs cliniques. Elle est de toute façon bien supérieure aux dorsalgies chroniques, douleurs d'origine cancéreuse, probablement également douleurs de membres fantômes. Et chez la primipare non préparée, donc primipare la patiente qui accouche pour la première fois, elle est à peu près équivalente à la douleur correspondant à l'amputation d'un doigt. Bien entendu, la douleur obstétricale peut avoir un certain nombre de retentissements, et notamment retentissements sur la physiologie maternelle, donc fœtale et néonatale. Effectivement, on observe au cours du travail des modifications respiratoires, des modifications cardiovasculaires, et qui seront particulièrement délétères chez les patientes cardiopathes, mais également des modifications qui peuvent entraîner un retentissement sur la physiologie fœtale, donc des modifications du rythme cardiaque fœtal. Les retentissements sont également sur le déroulement du travail, puisqu'on peut observer une dystocie dynamique qui peut être engendrée par des contractions hyper douloureuses et mal maîtrisées, et bien entendu un retentissement émotionnel et psychologique qui peut être plus ou moins durable, qui peut affecter la relation mère-enfant, avoir un impact sur les grossesses ultérieures, voire un désir de grossesse ultérieure, et sur la vie de couple. Tous ces éléments nous amènent à penser et à être même persuadés que la prise en charge de la douleur est essentielle, même s'il est reconnu qu'un soulagement efficace n'est pas nécessairement associé à un bon niveau de satisfaction des patientes, parce que toutes les patientes ne souhaitent pas être soulagées. Bien entendu, nous observons des variations intra- et inter-individuelles dans l'expression de la douleur, qui est conditionnée par des facteurs psychologiques, des facteurs ethniques, mais il semble que la perception de la douleur soit identique chez toutes les patientes. Il est bien entendu essentiel de connaître, pour bien prendre en charge la douleur d'une patiente, de connaître le contexte social et culturel dans lequel évolue cette patiente, d'avoir connaissance de son projet de naissance, de sa demande quant à notamment être soulagée ou non, et apporter une information éclairée à cette patiente, instaurer bien entendu une relation de confiance soignant-soigné. Tout cela pour, certes, apporter un confort à notre patiente, la satisfaire, mais limiter également les répercussions physiologiques et psychologiques que l'on aura évoquées précédemment. Bien entendu, la douleur évolue au cours du travail. Alors pendant la première phase de l'accouchement, les contractions sont de plus en plus régulières, de plus en plus intenses et de plus en plus douloureuses. Celle-ci entraîne la dilatation du corps, et la douleur ressentie est plutôt une douleur d'origine viscérale qui est secondaire à la distension mécanique au niveau du segment inférieur et du col. Et la douleur ressentie est plutôt ressentie sous-ombilicale, avec une douleur qui irradie en postérieur et une extension vers l'ombilic et le périnée. Au cours de la deuxième phase de l'accouchement, donc c'est la descente, rotation du fœtus dans la filière génitale et l'expulsion du fœtus, la douleur est plutôt secondaire aux contractions utérines, à la distension des voies génitales et la compression de toutes les structures adjacentes à l'utérus. La douleur est plutôt ressentie au niveau périnnéal, elle peut irradier jusque vers les cuisses.
Et la troisième phase de l'accouchement, qui correspond à la délivrance, donc la sortie du placenta, qui est une phase beaucoup moins douloureuse, semble-t-il, sauf si, bien entendu, des gestes sont à mettre en place. Certaines études ont permis de retrouver, donc une étude de 1981, qu'environ 61% des patientes considèrent la douleur de l'accouchement comme une douleur étant qualifiée de sévère à intolérable. Bonica, en 84, retrouve 50% des patientes qui décrivent la douleur du travail, notamment de la première phase de l'accouchement, comme étant sévère à très sévère. En 1995, une étude sur 1000 patientes, une étude finlandaise, qui retrouve 90% des patientes qui décrivent une douleur du travail comme étant sévère à insupportable, avec une cotation de 6 à 9 sur l'échelle visuelle analogique. Concernant l'évaluation de cette douleur, on peut mettre en place une auto ou une hétéro-évaluation grâce aux échelles de douleur, échelle visuelle analogique, l'échelle des visages, notamment pour les patientes qui ne parlent pas français. Il est essentiel de coter cette douleur tout au long de la prise en charge de la patiente, et ce dès son arrivée, de tracer cette cotation et de réévaluer la cotation de la douleur à chaque fois qu'on met en place un traitement antalgique. Tous ces éléments font partie des éléments indispensables à noter dans le partogramme. Alors bien entendu, la prise en charge de la douleur a évolué au fil du temps, et je dirais qu'il faut attendre à peu près la moitié du 19e siècle pour qu'on commence à prendre en charge cette douleur, parce que jusqu'alors, on avait d'autres préoccupations, c'était la santé de la mère et de son nouveau-né. En 1853, le docteur Campbell, qui notamment a accouché la reine Victoria, a proposé d'utiliser le chloroforme pendant le travail et l'accouchement. 1880, le docteur Charcot suggère d'utiliser l'hypnose pour, disait-il, soustraire la patiente à son accouchement et à la naissance de son enfant. 1930, le docteur Reed parle de l'accouchement sans crainte, parce qu'il est persuadé que ce sont les craintes de l'accouchement qui entraînent les douleurs du travail. 1951, le docteur Lamaze, j'insisterai un petit peu sur les diapositives suivantes, et 1966, le docteur Le Boyer pour une naissance sans violence, mais il s'intéresse plus précisément à la prise en charge plus sereine et moins agressive du nouveau-né. Alors, le docteur Lamaze, c'est un médecin qui est neurologue et obstétricien. Il exerce en libéral à Paris. Il prend la responsabilité de la clinique des Bluets en 1947. Et Fernand Lamaze découvre, au cours du Congrès international de gynécologie obstétrique qui a lieu à Paris en juin 1951, il rencontre le professeur Nikolaïev et découvre l'accouchement sans douleur. Le professeur Nikolaïev, considérant que la patiente peut accoucher sans douleur si on lui donne accès à une méthode qui est basée sur les théories du physiologiste Ivan Pavlov, et qui permet donc à cette femme d'accéder à une éducation physique et psychologique qui lui permet de mieux maîtriser son accouchement. Le docteur Fernand Lamaze est intrigué, il part en URSS en août 1951, il assiste à un accouchement naturel sans douleur, et il revient convaincu que la douleur de l'accouchement est induite par un réflexe conditionné douloureux qui est inculqué par la société, donc par l'éducation qu'a reçue la patiente et les rumeurs et les légendes dont elle a eu vent. Rapidement, il décide de mettre en place une expérimentation de cette technique de l'accouchement sans douleur au Bluet. Les conclusions sont plutôt positives. Alors, il propose à 500 patientes de bénéficier de cette préparation. Ces patientes se voient toutes proposer des cours théoriques, 3 cours au cours desquels on leur apporte des connaissances anatomiques, physiologiques et neurologiques, 6 cours pratiques, au cours desquels les patientes apprennent à se détendre et à respirer. L'objectif du docteur Lamaze, c'est certes de favoriser le confort physique et psychologique de la patiente. Alors bien entendu, toute l'équipe soignante est sensibilisée à cette technique, et également de favoriser le rôle d'accompagnateur du père pendant la grossesse et l'accouchement. Et dès lors, les pères pourront rentrer en salle de naissance et assister à l'accouchement.
Les conclusions plutôt intéressantes, 92% des patientes sont satisfaites par la technique auquel on les a sensibilisées pendant la grossesse. On observe une diminution du taux de césarienne, diminution de la durée du travail, les patientes se lèvent plus tôt, donc moins de complications thromboemboliques dans le postpartum. Fernand Lamaze est absolument ravi de ces conclusions. Il décide avec son disciple, le docteur Velay, de sillonner la France pour faire part à ses collègues de ces nouvelles techniques, et la clinique des Buées devient le centre de stage de nombreux médecins et sages-femmes européens. Donc en juillet 1956, le docteur Lamaze est récompensé. L'Assemblée nationale adopte un projet de remboursement par la Sécurité sociale de 6 entretiens prénatals, toujours bien entendu réalisés dans le cadre de l'ASD, 8 entretiens en 1960. En 1961, les cours de préparation à l'accouchement sans douleur sont inscrits dans le programme de cours des étudiants sages-femmes. Et dans les années 70-80, toujours basés sur les mêmes principes, donc l'information, la préparation physique et la responsabilisation, on observe un accompagnement plus personnalisé de la femme enceinte du couple. Et puis en 1980, on voit apparaître l'analgésie péridurale en obstétrique. Ce qui m'amène à vous parler des techniques, des méthodes médicamenteuses que l'on peut proposer actuellement à nos patientes. L'analgésie périmédulaire, qui a fait d'énormes progrès ces 30 dernières années, des progrès en termes d'efficacité, mais également en termes de sécurité. On utilise de moins en moins de quantité d'anesthésiques, on y adjoint des opiacés pour potentialiser leur effet, et puis aujourd'hui, les patientes peuvent bénéficier d'une technique qui leur permet de maîtriser en quelque sorte, en tout cas de participer à la prise en charge de leur douleur. Ces progrès ont permis à l'analgésie périmédulaire d'avoir moins d'effets sur le déroulement du travail, sur le mode d'accouchement, et aussi d'induire moins de modifications de la physiologie maternelle et néonatale. Alors il va sans dire que cette analgésie périmédulaire, quand elle est en place, elle permet une prise en charge en urgence, ce qui est un des points intéressants. Donc pour ces techniques, on citera rapidement l'analgésie péridurale qui est de plus en plus répandue. On parlait tout à l'heure de l'apparition de l'analgésie péridurale en 80. 3% des patientes pouvaient alors en bénéficier. Aujourd'hui, 80% des patientes peuvent accéder à l'analgésie péridurale qui avait été décrite, semble-t-il, pour la première fois en 1946 en obstétrique. L'arachie-analgésie péridurale combinée ou séquentielle, selon que l'on utilise le cathéter pour injecter un produit anesthésique dans la foulée ou de façon différée après l'injection intrathecale. C'est une analgésie très rapide qui est surtout indiquée dans le travail hyperalgique ou le travail avancé. On peut proposer également comme méthode médicamenteuse l'analgésie intraveineuse contrôlée par le patient, qui consiste en l'administration d'une dose continue d'opioïdes avec la possibilité d'auto-administration sécurisée. C'est assurément une alternative à l'analgésie péridurale, parce que celle-ci peut être contre-indiquée, parce que la patiente peut ne pas en souhaiter, bien entendu, ou l'anesthésiste être occupé à gérer une autre urgence. On en connaît des effets secondaires maternels et fétaux, les effets secondaires étant dose et traitement dépendants, et dépend aussi de la dernière administration par rapport à la naissance de l'enfant. Dans ces conditions, il est important d'envisager une prise en charge pédiatrique, en tout cas de tout organiser dans le cas où celle-ci serait nécessaire. L'analgésie par inhalation, qui consiste en l'administration intermittente d'un mélange équimolaire, protoxyde d'azote et oxygène. Le protoxyde d'azote s'élimine rapidement, il y a peu de risque de détresse respiratoire, mais l'efficacité de cette technique est discutée. Alors, historiquement, la préparation à la naissance était centrée sur la prise en charge de la douleur. Aujourd'hui, on s'oriente vers un accompagnement beaucoup plus global de la patiente, du couple, en essayant de favoriser leur participation active au projet de naissance. Aujourd'hui, cette préparation, donc la psychoprophylaxie obstétricale du temps du docteur Lamaze, est devenue aujourd'hui la préparation à la naissance et à la parentalité.
Ces méthodes de préparation nécessitent un entraînement de la part des patientes, enfin pour la grande majorité d'entre elles, et en salle de naissance, le soutien et l'accompagnement de la part des soignants. Ces techniques peuvent être une alternative à l'analgésie périmodulaire, comme on l'a déjà évoqué tout à l'heure, mais elles peuvent être également complémentaires. Donc, j'évoquerai rapidement certaines d'entre elles. L'hypnose, qui est basée sur la détente, le recentrage sur les sensations corporelles agréables, et la patiente doit prendre conscience que son esprit et son corps sont deux entités distinctes qui vont s'influencer mutuellement. L'autonomie ou le toucher affectif qui permet à la patiente, au couple, de rentrer en contact avec son enfant en sollicitant une partie de son cerveau qui régit l'affectivité. La sophrologie qui est basée sur la respiration, la détente corporelle, la visualisation, ou aussi des patientes utilisent des postures de yoga. Certaines sont demandeuses d'acupuncture, mais là il nous faut un personnel qualifié, et certaines techniques sont un petit peu plus sportives. On évoquera l'utilisation du ballon, des suspensions ou yann d'accouchement. Il est bien entendu indispensable et nécessaire de posturer les patientes pendant le travail. Et certaines patientes souhaiteront avoir accès à la balnéothérapie. Donc là, bien entendu, il faut qu'en amont, elles puissent choisir la structure qui puisse leur proposer ces méthodes-là. D'autres déambuleront. Et quand même, globalement, toutes ces dernières techniques sont complémentaires les unes des autres et on peut alterner leur utilisation. Alors, pour conclure, j'insisterai sur le fait qu'une collaboration au sein de l'équipe est essentielle, équipe pluridisciplinaire, et cette collaboration doit nous faire tous évoluer vers le même objectif, qui est la prise en charge globale de notre patiente, du couple, et de favoriser l'accueil serein de ce petit nouveau-né. L'information est essentielle. Alors l'information, elle ne peut pas avoir lieu le jour de l'accouchement, c'est trop tard. Elle doit être mise en place bien en amont. En règle générale, enfin, de mon point de vue, un des moments importants pour débuter cette information, puisqu'elle se fait à plusieurs niveaux, c'est certainement l'entretien prénatal précoce, qui est le premier cours de préparation à la naissance et à la parentalité. Dès lors, on peut évoquer, même s'il s'agit du début de la grossesse, la prise en charge notamment de la douleur pendant le travail, évoquer le projet de naissance des patients. Alors évidemment, c'est certainement quelque chose qui est de plus en plus prégnant, hein, le projet de naissance. Là encore, la discussion ne peut pas avoir lieu le jour de l'accouchement, il faut le faire en amont, parce qu'il y a des choses qu'on peut faire, des désirs des patients auxquels on peut accéder, d'autres non, et tout ça, il faut pouvoir l'étayer, le discuter, et éventuellement peut-être amener à réorienter la patiente vers une structure mieux adaptée à ce qu'elle souhaite en termes de prise en charge, si toutefois, bien entendu, son état de santé et celui de son fœtus le permettent. Bien sûr, l'équipe doit faire preuve d'empathie auprès de la patiente et du couple, et tout cela n'est pas possible s'il n'existe pas une écoute mutuelle, soignant-soigné, une relation de confiance instaurée dès le début de la prise en charge.